Jérôme Alric, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien dans le service des soins palliatifs au CHU de Montpellier, docteur en psychologie et responsable pédagogique du DIU d'accompagnement et de soins palliatifs à l'université de Montpellier. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le service de soins palliatifs ? Eh bien, je travaille dans ce service depuis plus de 25 ans, puisque j'ai rejoint cette équipe. Dans les années 2000, au départ, il n'y avait que l'équipe mobile de soins palliatifs, qui ensuite s'est élargie avec la création de l'UASP, donc l'unité d'accompagnement et de soins palliatifs avec des lits, donc un service d'hospitalisation depuis 2007. Et pour ma part, j'ai travaillé d'abord à l'équipe mobile, puis à l'unité d'hospitalisation de 2007 à 2013. Et depuis 2013, je travaille exclusivement à l'équipe mobile, où je fais beaucoup de cliniques et de formations. Comment vous êtes arrivé aux soins palliatifs ? Est-ce que c'était un choix de votre part ? Par choix, oui, enfin par acceptation. En fait, je travaillais donc à Marseille en pédopsychiatrie auprès d'enfants et d'adolescents. Et ma vie personnelle étant à Montpellier, j'ai cherché à me rapprocher. Et je suis arrivé là dans ce service, donc c'est une opportunité d'un poste donc qui me convenait, mais je dirais que j'avais pas l'idée vraiment chevillée au corps de travailler dans ce service-là. Donc j'ai découvert un service qui était très éloigné de ce que je connaissais auparavant. Donc j'ai eu à me former, j'ai effectué un DEA et une thèse pour justement prendre des marques un petit peu plus sur la spécificité de ce travail. Et justement, j'ai travaillé dans ma thèse sur les ajustements nécessaires, on va dire, de la psychologie clinique dans ce champ d'exercice bien particulier. Vous faites référence à la spécificité de ce service. Quel est le rôle finalement du psychologue dans les soins palliatifs ? Qu'est-ce qui le caractérise par rapport à d'autres services ? Classiquement, on va dire, le rôle du psychologue rattaché aux équipes mobiles de soins palliatifs est très large. C'est-à-dire il y a un volet clinique, un volet formation et un volet recherche. Donc en clinique, qui est un des aspects, eh bien en fait on intervient auprès des patients, auprès des familles et auprès des soignants, selon la demande qui est effectuée à l'équipe mobile. Dire d'emblée que c'est un travail d'équipe, peut-être que ça distingue vraiment les choses, c'est-à-dire que les psychologues dans les services sont un peu plus isolés, travaillent un petit peu plus dans leur coin. Là, il y a vraiment un travail en interdisciplinarité, c'est vraiment le mot-clé de ces équipes. Et donc, il arrive assez fréquemment de se déplacer en binôme, qui représente justement cette interdisciplinarité et qui est censé représenter la prise en charge globale, en fait, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Puisque c'est l'ADN des soins palliatifs, c'est vraiment cette prise en charge globale pluridisciplinaire. Alors, classiquement, on va dire, auprès des patients, le rôle du psychologue, c'est offrir un temps d'écoute auprès des patients. L'idée, c'est que même dans les dernières semaines ou derniers jours de vie, il reste encore des choses à dire, selon les histoires, bien entendu, des choses qui sont restées en souffrance et que les patients ont besoin de déposer avant de mourir, avec l'idée de faire la paix avec eux-mêmes notamment. Mais il n'y a pas que ça, c'est très personne dépendante. Ce que j'ai envie de dire aussi, qui est aussi très spécifique par rapport à d'autres champs d'exercice, c'est que les patients en soins palliatifs sont souvent diminués, affaiblis, et donc le peu d'énergie qui leur reste, ils le passent plutôt à partager avec les proches qu'avec un psychologue, parce qu'il faut être solide pour rencontrer un psy, pour parler de son histoire, etc. Souvent, les patients n'ont pas suffisamment d'énergie, on va dire, à investir dans ce travail-là. Donc l'essentiel, on va dire, du soutien psychologique se passe avec les soignants, les médecins, la plupart du temps. Et lorsqu'il y a une demande bien particulière, alors le psychologue intervient en clinique directe. Je viens vous voir dans un cadre assez particulier avec ce projet de loi qui vise à accompagner la fin de vie qu'on porte de texte. Il y en a un qui va renforcer les soins palliatifs et puis un second qui concerne le droit à l'aide à mourir. Personnellement, comment vous percevez, comment vous voyez cette évolution législative ? Pour ce qui concerne le premier volet, le texte qui renforce les soins palliatifs, je dirais que ce texte-là ne fait aucune polémique. C'est le socle commun que tout le monde partage et tout le monde est d'accord, j'ai envie de dire ça comme ça, avec l'idée d'améliorer le confort au niveau global, somatique, psychologique, social, spirituel du malade, d'accompagner les familles pour qu'elles puissent accompagner leurs proches jusqu'au bout. Ce volet-là met tout le monde d'accord et c'est tant mieux. Est-ce que vous pensez que ce projet de loi concernant les soins palliatifs résoudrait les quelques points sur lesquels il y a encore des choses à améliorer ? Est-ce qu'il répond à vos besoins ?
Alors, la réponse est un peu complexe parce que tout dépend d'où on se place. Mais pour les soins palliatifs dans leur ensemble, classiquement, on va dire, ce que demandent les soins palliatifs, c'est un renfort pour continuer à faire et faire de plus en plus, si vous voulez, ce qu'ils ont l'habitude de faire. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui suffit, notamment la sédation maintenue jusqu'au décès résout la majorité des situations. Par contre, moi je considère qu'il y a malgré tout certaines situations qui échappent un petit peu à cette démarche et du coup l'évolution de la loi pourrait peut-être répondre malgré tout à certains profils, notamment les profils de patients qui réitèrent des demandes de mort et qui ne veulent pas entendre parler de la sédation ou en tout cas qui ne la souhaitent pas. La sédation, c'est rare et ça peut arriver malgré tout. La sédation, elle pose encore question pour certains patients? Alors, la sédation, elle répond, je dirais, à la demande fréquente du sujet contemporain, qui est de ne pas être confronté à sa mort, de voiler les choses et justement de ne pas vivre la confrontation au moment de sa mort. Donc, le fait de partir dans son sommeil. Exactement, le fait de partir dans son sommeil est tout à fait attendu, je dirais, de certains patients. Là où ça pose problème, c'est pour les familles, parce que malgré tout, pour les familles, voir son proche finir sa vie comme ça, sans être présent, c'est très compliqué. Le long mourir, parce que même si parfois c'est pas très long d'un point de vue soignant, 3, 4, 5 jours pour la famille, c'est très difficile à vivre. Et puis il y a des patients également qui ne veulent pas cette façon de finir leur vie, parce qu'il y a une sorte de déprise, presque d'exhibition de son propre corps là, alors que la présence n'est plus là. Et un certain nombre de patients qui ne veulent pas du tout rentrer là-dedans. Je voudrais qu'on revienne sur la notion des proches, le fait que la sédation profonde et continue avait des répercussions en fait sur le deuil des proches. Est-ce qu'on tient en compte suffisamment le ressenti des proches vis-à-vis de la mort d'un membre de leur famille qui est en fin de vie? Les soins palliatifs, pour le moment, aident les proches à tenir jusqu'au bout, à éviter le deuil anticipé. Le deuil anticipé, c'est lorsque le proche, par exemple, pense que la vie de son proche malade ne vaut plus la peine d'être vécue. On est là pour éviter que les proches ne basculent dans le deuil anticipé. Et pour le dire autrement, on favorise le pré-deuil. Le pré-deuil, c'est ce temps de cheminement chez le proche qui se prépare d'une certaine manière à la perte de son proche malade. C'est un aspect très important du travail, c'est-à-dire accompagner les familles comme ça pour qu'elles suivent, je dirais, la temporalité de la personne malade. C'est pas trop vite et pas trop derrière. D'arriver à être, au diapason. Exactement, c'est tout à fait le mot. C'est tout à fait le mot justement pour pas basculer dans le deuil anticipé, parce qu'on sait que les personnes qui basculent dans le deuil anticipé, souvent sont les mêmes personnes qui posent des demandes d'aide active à mourir pour leurs proches, en disant sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue, on ne le reconnaît plus, c'est plus une vie, etc. Je vous propose de revenir sur le droit à l'aide à mourir. Ça, c'est le deuxième volet de ce projet de loi. Comment vous le percevez dans une unité de soins palliatifs? C'est peut-être une évolution qui est peut-être redoutée. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le partagez? C'est beaucoup plus compliqué. Pour les soins palliatifs, j'ai l'habitude de parler de grand écart. Le grand écart entre les valeurs palliatives historiques, je dirais, des soignants de soins palliatifs, et puis le discours sociétal. On peut dire qu'on a d'un côté des soignants formés, on peut même dire formatés durant leurs études, en sacralisant, entre guillemets, le fait de ne pas participer de près ou de loin à la mort du patient. Pour certains soignants, c'est même la raison d'être, je dirais, de leur engagement palliatif. Lutter contre les euthanasies clandestines, par exemple. On entend aussi des expressions comme « donner la mort n'est pas un soin ». Ça, c'est la logique des équipes actuelles, pour la majorité en tout cas. Et de l'autre côté, il y a le discours sociétal, avec une société de plus en plus demandeuse, je dirais, de maîtrise sur le moment de la mort. Attelées à l'éthique de l'autonomie, les personnes veulent décider, en tout cas consciemment, veulent décider de leur sort et de leurs conditions du mourir. Et comme je le disais tout à l'heure, donc ce que veulent la majorité, me semble-t-il, en tout cas le sujet contemporain aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est ne pas être présent au moment de sa mort. Et donc il y a un grand écart qui est si important, je dirais, qu'il m'arrive de penser parfois que les équipes de soins palliatifs ne parviendront pas, en tout cas à court terme, à changer leur posture. C'est pourquoi, en réalité, sur cet aspect-là, je suis assez pessimiste à l'idée de faire passer une loi d'aide active à mourir, pour laquelle les soignants qui sont en première ligne
refusent de participer. Je pense que ça serait la pire des choses. D'où la nécessité de trouver une position d'équilibre. Et pour moi, la position d'équilibre, c'est une position qui respecte les soignants du palliatif. En tout cas, qui respecte les mécanismes de défense ou le cheminement des équipes, justement, de soins palliatifs. Comment respecter ces équipes ? Alors, l'évolution qui me paraîtrait jouable, entre guillemets, acceptable, ça serait de s'en tenir au court terme. Peut-être que transformer la procédure de la sédation terminale en geste d'aide à mourir, de manière très cadrée, sur les derniers jours de vie, lorsque le patient le demande, peut-être, ça serait acceptable, peut-être. Vous accompagnez donc les soignants tout autant que les patients. Est-ce que certains se sont peut-être livrés sur des craintes par rapport à l'avenir de cette loi ? Est-ce qu'ils vous ont partagé peut-être des cas de conscience ? Le clivage que je mentionnais tout à l'heure, le grand écart, il se retrouve aussi chez les soignants. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe homogène. Les soignants, même les médecins. Il y a des médecins, je crois, qui seraient prêts, dans certaines conditions et dans certains cas précis, à faire le geste, me semble-t-il. En tout cas, il me semble l'entendre. Et puis, il y a des médecins qui ne risquent pas d'aller sur ce terrain-là. J'imagine qu'au cours de votre carrière, certains patients vous ont exprimé leur souhait de ne plus souffrir et de vouloir mourir. Comment avez-vous accueilli ces demandes ? Alors, en tant que psychologue psychanalyste, je travaille avec l'éthique de la neutralité bienveillante autant que possible, qui consiste à écouter tout avec la même attention, ne pas juger ce que dit l'autre, et d'éviter, c'est très important, de fourguer, de projeter ses propres valeurs à l'autre. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour un psy, finalement, peut-être, de tenir cette position, car il n'y aura pas de geste à effectuer. Néanmoins, il m'arrive parfois de penser, au cas par cas, au un par un, que l'on peut y voir une logique interne, en lien avec l'histoire du patient. Parfois, des gens cessent de vivre avant leur mort. Et la médecine ne sait pas faire avec ça, sinon les tenir en vie comme de l'extérieur dans une sorte d'acharnement relationnel. C'est pourquoi dans mon ouvrage « La pulsion de mort dans les soins », qui est un collectif d'auteurs, on a essayé, avec d'autres collègues psychologues et psychanalystes, de repérer le point de bascule psychique en fin de vie. On a formulé ça en termes de déséquilibre pulsionnel. Mon hypothèse est que la pulsion de mort passe au premier plan et qu'elle se désarrime, je dirais, de la pulsion de vie de manière tellement forte qu'il y a une véritable bascule qui justement fait basculer la personne vers des demandes de mort et quelque chose qui ne se récupérera pas, ou on ne pourra pas aller le chercher d'une certaine manière. Ce point me paraît tout à fait important, car ce moment où les choses basculent, à partir de ce moment-là, il convient, me semble-t-il, d'accompagner le malade dans ce déclin. Si on considère que ce déclin est irrémédiable et que ce serait de l'acharnement thérapeutique d'aller le chercher, de le maintenir en vie de l'extérieur d'une certaine manière, alors ça me paraît très important de repérer ça. Et peut-être que ce sera effectivement un nouveau travail pour les psys, les psychiatres, les psychologues, d'aller évaluer psychiquement, dans les conditions d'éligibilité, si jamais la loi passait, cette chose-là. Donc, en clair, ma position elle est la suivante, de dire que dans un premier temps de la rencontre avec les patients, il faut tenir du côté de la vie, du côté de la pulsion de vie, autant que possible. Par contre, si on se rend compte que le patient ne se récupère pas, si la relation ne prend pas d'une certaine manière, si la relation ne parvient pas à rééquilibrer les pulsions du côté de la vie, alors peut-être que la question se pose justement de penser les choses autrement. Et si les choses doivent s'ouvrir, elles doivent s'ouvrir, selon moi, doucement, pour respecter les mécanismes de défense des soignants, comme on le disait tout à l'heure. Quelles étaient les motivations qui ont justifié les demandes d'aide à mourir que vous avez peut-être déjà reçues ? Alors, c'est au cas par cas, à chaque fois différent, bien entendu, mais classiquement, on peut repérer qu'il y a 3 éléments clés
qui engendre, je dirais, des demandes d'aide active à mourir. Le premier élément, c'est la question du pronostic. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que plus un pronostic était chiffré de manière précise, plus le patient, une fois atteint finalement cette date fatidique, n'arrivait plus à se réinvestir et à se relancer dans la vie. Donc pronostic chiffré, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est avoir le sentiment d'être un poids pour les autres. Et puis le troisième élément, c'est ne plus se reconnaître par rapport à ce qu'on était, de soi à soi-même, ou pour les proches, ne plus reconnaître son proche malade. Et ces trois ingrédients, je dirais, surtout quand ils sont corrélés, engendrent un deuil anticipé, c'est-à-dire tirer le rideau avant la fin. Et quand on tire le rideau avant la fin, eh bien la vie n'a plus la peine d'être vécue. Et là, il y a des demandes d'aide active à mourir qui se mettent en place. Donc l'idée, c'est de prévenir un petit peu tout ça. Comment vous, en tant que psychologue, vous définiriez peut-être les personnes qui souhaitent avoir recours à une aide active à mourir ? Alors, les personnes qui demandent aux médecins d'abréger leur vie sont souvent qualifiées, je dirais, de solides, de fortes, contrairement ou en opposition aux patients qui choisissent la voie des soins palliatifs, qui, eux, ont besoin d'être davantage étayés, entourés, accompagnés. Pour ma part, je considère que ce raisonnement peut tout à fait s'inverser. J'ai écrit un texte récemment qui s'appelle « Le plus faible n'est pas celui qu'on croit », paru dans la revue Jalmal, qui est la revue des bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. En fait, je considère que les patients qui demandent l'euthanasie sont plus faibles, plus fragiles que ce que l'on croit, au sens où ils ne veulent pas vivre le déclin terminal et le mourir. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas s'y confronter, et pour eux, il faut régler le problème rapidement par une sorte de on-off. Les personnes qui choisissent la voie des soins palliatifs, paradoxalement, sont donc plus solides, en tout cas, elles ont davantage confiance en l'autre, aux autres, pour le passage. D'où l'intérêt de ne pas cliver trop les choses et de ne pas laisser sur le côté les sujets qui demandent à mourir. Alors, les soins palliatifs ne laissent pas ces gens de côté, mais le fait même de s'arc-bouter souvent sur un refus et un interdit dans la relation, eh bien, coupe la relation de soins. C'est quelque chose que l'on voit fréquemment. Je terminerai cet entretien, si vous êtes d'accord, avec une question autour de l'enseignement d'accompagnement et de soins palliatifs, puisque vous êtes le responsable pédagogique de ce DIU à l'Université de Montpellier. À l'heure actuelle, en 2025, comment est-ce qu'on enseigne les soins palliatifs et est-ce que vous voyez dans l'enseignement de possibles avancées suite à cette loi ? L'enseignement des soins palliatifs, il est multiple. Je dirais qu'il y a plusieurs strates de formation. Il y a d'abord la formation continue qui existe, je dirais, depuis de nombreuses années, avec les DU, les DIU, les formations intra-institutionnelles. Et on n'est pas là sur de la formation initiale. On est dans un renforcement, presque une spécialisation que le soignant vient chercher pour être plus à l'aise dans son travail. Il existe depuis 2014 une filière d'enseignement universitaire en faculté de médecine, avec recrutement de professeurs. C'est une avancée, d'une certaine manière. Alors, on n'appelle plus ça les soins palliatifs, mais on appelle ça la médecine palliative. C'est-à-dire que toute cette dynamique d'institutionnalisation a induit un changement de terminologie. On est passé des soins palliatifs à la médecine palliative. Donc déjà, ça veut dire quelque chose. On a abandonné le côté des soins et le côté peut-être plus pluridisciplinaire pour se centrer sur de la médecine, sur presque une spécialité médicale. Bref, pour la médecine, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que les soins palliatifs ne sont pas que de la médecine. Et les autres intervenants interviennent de manière bénévole ou sont détachés de leur service, comme c'est le cas pour moi. Et je pense que l'université de médecine s'honorerait, je dirais, à ouvrir à d'autres co-médecins cette discipline qui est évidemment plurielle et pluridisciplinaire et qui doit le rester. Merci beaucoup, Jérôme Alric, pour votre regard sur les soins palliatifs. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien dans le service de soins palliatifs au CHU de Montpellier.